Aussi discret qu'une souris, le Japon vient de dévoiler l'une de ses technologies les plus innovantes. Mais cette technologie n'est pas déployée au Japon même, elle se trouve en Ukraine et elle s'emploie à rendre totalement impuissants les frappes aériennes surprises de Poutine. Ce que le Japon vient de faire pour l'Ukraine est incroyable car il a porté un coup dévastateur à la Russie sans tirer un seul coup de feu. Le Japon n'en avait pas besoin, ce qu'il a livré résulte d'une alliance avec l'Ukraine inattendue par Poutine. Alors que les drones russes Shahid envahissent le ciel ukrainien en essaims plus nombreux que jamais, un partenariat s'est formé entre une grande entreprise japonaise et une société ukrainienne de développement de drones. Fondée il y a 10 ans, Terra Drone Corporation compte parmi les plus grandes entreprises technologiques du Japon. Avec 650 employés et une cotation à la bourse de Tokyo, c'est une entreprise en pleine croissance qui a annoncé son entrée dans le secteur de la défense et, point crucial, réalise environ 60% de son chiffre d'affaires grâce à des alliances qu'elle a nouées en dehors du Japon. C'est ici que l'Ukraine intervient. Au centre de Kharkiv, en première ligne, se situe l'entreprise Amazing Drones. Elle ne pourrait pas être plus différente de la société Terra Drone Corporation en ce qui concerne sa création. Alors que Terra était une entreprise née du désir de faire du profit, Amazing Drones a été créée dans le feu d'une guerre que l'Ukraine n'a jamais voulu mener. Mais Amazing Drones a grandi. Ce qui était une initiative bénévole il y a 3 ans est devenu une véritable entreprise qui fait désormais partie intégrante du cluster de défense Brave One. L'Ukraine encourage ses fabricants de drones à innover et à produire ce dont le pays a besoin pour sa défense. Aujourd'hui, Amazing Drones travaille directement aux côtés de Terra Drone Corporation et ils ont développé une technologie extrêmement importante qui pourrait mettre fin à la stratégie de bombardement aérien surprise de Poutine. Le Terra A1 est un drone intercepteur qui résout tous les problèmes que l'Ukraine rencontre face aux drones d'attaque longue portée Shahed russes. Né d'une rencontre entre le fondateur d'Amazing Drones, Maxim Klimenko, et le fondateur de Terra Drone, Toru Tukashiga, lors d'une exposition de défense en 2025, le Terra A1 est une véritable bête en matière de défense anti-drones. Avec une vitesse de pointe de 300 km, soit environ 186 miles par heure, et une portée allant jusqu'à 35 km, soit un peu plus de 20 miles, ce drone intercepteur offre la vitesse et l'autonomie nécessaires pour contrer les drones Shahed envoyés par la Russie. Il peut aussi gérer tout le cycle d'une interception, de la surveillance à la détection, puis à l'interception, en un seul vol de 15 minutes. Ne sous-estimez pas l'importance de cette vitesse. Le Terra A1 compense son manque de puissance de feu, car il ne transporte pas le type d'ogive attendu pour un drone d'attaque, en étant 100 km, soit environ 62 miles par heure plus rapide qu'un drone russe Shahed classique. Donc, ce n'est pas juste un intercepteur en patrouille qui attend d'être frappé par un Shahed. Le Terra A1 peut traquer un Shahed, le poursuivant dans une danse mortelle de drones dans le ciel jusqu'à atteindre sa cible et renvoyer l'engin russe sur Terre dans une explosion. Ces poursuites mortelles ne seront sans doute pas toujours nécessaires et pourraient même être très rares. Comme le souligne United 24 Media, le Terra A1 est un drone furtif. Son système de propulsion électrique génère peu de bruit et presque aucune signature thermique, le rendant très difficile à détecter par un opérateur de drone Shahid en Russie. Dans de nombreux cas, le seul signe qu'un Terra A1 approche serait si l'intercepteur passe clairement devant les caméras installées sur un drone Shahid. Dans la majorité des cas, le Terra A1 patrouille, repère une cible et la détruit avant que l'opérateur ne réalise sa présence. Et le Terra A1 peut fonctionner de manière autonome, sans opérateur. Ce drone intelligent détruit les Shahid russes sans exiger de formation approfondie pour lui ou son opérateur. C'est là que ça devient sérieux. Le Terra A1 ne coûte que $2000 à produire. Restez avec nous pour découvrir pourquoi c'est important. Le partenariat à l'origine de ce drone n'en est qu'au début, la prochaine étape étant le passage à l'échelle. Terra Drone est déjà passé de la parole aux actes. Un investissement de $10 millions a été réalisé pour financer la production des drones Terra A1 par l'une de ses filiales. Ce capital offre à l'Ukraine plus d'avantages que l'argent seul. Les taux d'intérêt sur le capital japonais tournent autour de 2%, tandis qu'en Ukraine même, ils avoisinent les 20%. Ce que nous voyons ici, c'est un financement à moindre coût que ce que Amazing Drones pourrait obtenir dans son propre pays, et cet argent va être utilisé pour construire plus de Terra A1 que la Russie ne peut en gérer. Actuellement, la production est relativement lente. Un seul ouvrier peut assembler 2 Terra A1 par jour et on ne sait pas combien d'ouvriers Amazing Drones emploie dans ses ateliers. Les processus s'optimisent, l'argent arrive et bientôt, le Terra A1 sera produit à grande échelle, devenant l'un des outils majeurs de l'Ukraine pour défendre son ciel et sa population contre les Shaheds russes. Cette montée en puissance devra se faire sous le feu et Tokushiga sait que le modèle traditionnel d'usine n'est pas la solution.
Ces usines sont des cibles, mais selon le fondateur de Terra Drone, les ingénieurs ukrainiens savent déjà décentraliser la production et opérer sous menace constante. Nous étudions et envisageons également cette approche. Ce que nous voyons dans cette déclaration apparemment anodine, c'est que ce n'est pas du tout un partenariat à sens unique. L'Ukraine obtient de nouveaux drones intercepteurs, tandis que le Japon acquiert des connaissances et une expérience éprouvée au combat, essentielle dans un monde de plus en plus chaotique. Terra Drone envisage déjà de lancer la production de drones ukrainiens sur le sol japonais. Là-bas, ils peuvent être construits à la fois pour bénéficier au Japon et potentiellement être envoyés en Ukraine pour être utilisés contre les forces de Poutine. Ce que nous voyons ici est aussi important que le Terra A1, car l'Ukraine établit un partenariat avec une grande entreprise japonaise, ouvrant ainsi une relation plus large avec le Japon. Nous avons déjà constaté cela, le Japon soutient constamment l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie, surtout sur le plan humanitaire. En février, le Japon a promis 3,8 millions de dollars pour aider l'Ukraine à réparer des sites culturels endommagés pendant la guerre. Un autre montant de 1,3 milliard de dollars avait été promis à l'Ukraine dans le cadre du projet japonais Paix en Ukraine au 1er avril. En février, l'ONU a annoncé que l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel avait signé des accords de subvention avec 47 entreprises japonaises pour tester leurs modèles commerciaux et technologies en Ukraine. Ce sont les signes d'une relation naissante entre deux grandes nations. L'alliance entre Amazing Drones et Terra Drone n'est qu'un exemple parmi d'autres, et il y en a davantage. En mars, les gouvernements ukrainiens et japonais ont commencé à préparer un partenariat intergouvernemental pour faciliter le transfert d'équipements et technologies de défense. L'idée est d'aider les deux pays à participer à davantage de productions conjointes, ce qui mènera à des projets de localisation axés sur les armes. Le Japon envisage d'acquérir des drones d'attaque ukrainiens, susceptibles de jouer un rôle clé dans son arsenal offensif en cas de tension dans l'Indo-Pacifique. Pour l'Ukraine, de tels partenariats assurent un flux constant d'armes et de fonds pour se défendre contre la Russie. L'Ukraine devient un acteur clé sur la scène géopolitique mondiale, conséquence directe de la décision de Vladimir Poutine d'envahir le pays il y a plus de 4 ans. Contrairement à ses attentes, l'Ukraine a résisté et tient depuis plus de 4 ans. Et l'ironie, c'est que tout ce que Vladimir Poutine a réussi à faire en Ukraine, c'est de créer un pays encore plus fort, qui a développé des liens avec des alliés qui n'auraient jamais existé si Poutine était simplement resté à sa place. Mais nous reviendrons sur ce sujet plus tard. Avant d'expliquer pourquoi Terra A1 sera essentiel pour l'Ukraine, voici un rappel. Vous regardez The Military Show. Si les analyses de cette vidéo vous sont utiles, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la suite. Pourquoi le Terra A1 est-il un atout majeur pour l'Ukraine? La réponse réside dans les tactiques aériennes russes. Depuis qu'elle possède la technologie Shahed, la Russie mène une guerre d'usure économique contre l'Ukraine. En d'autres termes, elle lance des essaims de drones sur l'Ukraine en nombre toujours croissant, dans le but de réduire en cendres les infrastructures, les villes et la population ukrainienne. Les chiffres sont terribles, même si l'Ukraine peut enfin tenir tête à la Russie coup pour coup sur le front longue portée. Rien qu'en mars, la Russie a lancé 6462 drones sur l'Ukraine. Pour la première fois depuis le début de la guerre, l'Ukraine a dépassé le total mensuel de la Russie, lançant 7347 drones longue portée de son côté. Mais c'est une nouveauté pour l'Ukraine. Lancer plusieurs milliers de drones en un mois est une pratique courante pour la Russie, et cela a causé des problèmes sur le plan économique. Longtemps, la réponse aux attaques de drones longue portée consistait à utiliser des systèmes modernes de défense aérienne, tels que les Patriot reçus par l'Ukraine des États-Unis et alliés occidentaux. Le Patriot est crucial pour l'Ukraine, essentiel pour intercepter les missiles balistiques russes. Mais comme système anti-drones, le Patriot est quasiment inutile, non à cause de ses capacités, mais du coût élevé de son usage contre les drones. Le Council on Foreign Relations précise qu'un drone Shahed coûte à la Russie environ 35 000 $ à produire. Un seul intercepteur de missiles Patriot avancé coûte à l'Ukraine 4 millions de dollars. Pas besoin d'être expert en économie pour voir que le Patriot n'est pas adapté contre les drones russes. Si ce système avait été tout ce que l'Ukraine avait à sa disposition en mars, par exemple, l'Ukraine aurait dû dépenser plus de 25,8 milliards de dollars pour atteindre un taux d'interception de 100%. Bien sûr, cette dépense est absurde. Mais même les systèmes de défense aérienne moins chers, comme le Coyote, coûtent des milliers de dollars par tir, souligne le Conseil. Le principal défi de l'Ukraine, outre les dégâts des drones russes, a été de trouver une défense aérienne économiquement viable. C'est ici que le Terra A1 pourrait s'avérer être l'arme la plus importante à avoir rejoint l'arsenal ukrainien. Nous vous avons dit plus tôt qu'un Terra A1 coûte 2 000 $. En supposant un taux d'interception de 100% sur les essaims russes de mars, cela représenterait un peu plus de 12,9 millions de dollars.
Ce montant n'est pas négligeable, mais reste bien inférieur à celui des systèmes comme le Patriot. Ensuite, il y a le coût pour la Russie. Si un drone de type Shahid coûte 1 000 $, alors 6 462 d'entre eux coûtent plus de 226 millions de dollars, avantage à l'Ukraine. Grâce au Terra A1, l'Ukraine n'a plus à chercher désespérément des fonds pour sa défense aérienne. Désormais, chaque frappe russe coûtera plus cher à Poutine qu'à l'Ukraine pour la contrer. Technologies comme le Terra A1 offrent à l'Ukraine et au Japon l'opportunité de montrer qu'ils disposent d'une alternative meilleure et moins chère que les Patriots utilisés par les États-Unis en Iran. Les États-Unis auraient besoin de cela car leur action en Iran manque d'efficacité. Le 20 mars, United 24 Medi a relayé les propos d'experts ukrainiens envoyés au Moyen-Orient pour aider face aux drones Shahid iraniens. Là-bas, les instructeurs ont vu les États-Unis utiliser jusqu'à 8 missiles Patriot pour neutraliser une seule menace. Dans d'autres cas, les États-Unis ont utilisé des missiles SM-6 qui coûtent environ 6 millions de dollars chacun pour abattre des drones Shahid qui ne coûtent que 70 000 $. Nous avons déjà dit que cette approche n'est pas viable pour l'Ukraine ni pour les États-Unis malgré leur grand budget militaire. La récente coopération entre le Japon et l'Ukraine pourrait renforcer leurs liens avec les États-Unis. Mais revenons un instant aux drones intercepteurs. Ceux qui ont suivi l'approche de l'Ukraine en matière de défense aérienne ces derniers mois savent que le concept de drone intercepteur n'est pas nouveau. L'Ukraine utilise ces drones depuis des mois avec une efficacité remarquable. Pravda a rapporté l'efficacité de ces types de drones pour l'Ukraine dans un article du 3 mars où il a été révélé que les drones intercepteurs ont abattu 70% des drones d'attaque de type Shahed que Moscou a lancés sur Kiev en février. Dans toute l'Ukraine, les intercepteurs sont responsables de la destruction de 30% des drones d'attaque russes. Le commandant en chef Oleksandr Syrsky a souligné l'impact de ces drones pour l'Ukraine, affirmant « Malgré la météo difficile et un manque de capacité de frappe, en février, nous avons maintenu la performance de la défense anti-aérienne de proximité. » Le mois dernier, nos drones intercepteurs ont effectué environ 6300 sorties, détruisant plus de 1500 drones russes de différents types. Gardez à l'esprit que cette technologie est encore relativement nouvelle, mais l'Ukraine s'en est déjà emparée. Le Conseil national de sécurité et de défense de l'Ukraine affirme qu'en 2026, l'Ukraine a déjà multiplié par 8 sa production interne de drones intercepteurs par rapport à 2025. Aujourd'hui, plus de 20 entreprises ukrainiennes œuvrent dans ce domaine, et les drones produits affichent un taux de réussite des missions de plus de 60%. D'après les chiffres de Syrsky, ce n'est pas le cas, même si le Conseil parle peut-être du nombre total de déploiements d'intercepteurs et non d'une comparaison directe entre les intercepteurs utilisés et les Shahid détruits. Quoi qu'il en soit, il est clair que les drones intercepteurs représentent une technologie majeure dans laquelle l'Ukraine investit massivement pour poursuivre son développement. Ce que nous observons actuellement dans le ciel ukrainien montre les débuts de cette technologie. Le Terror A1 est la prochaine évolution. Rapide, autonome, économique et développé avec une entreprise japonaise offrant de nouvelles opportunités à l'Ukraine. Bientôt, il intégrera un bouclier de défense aérienne multicouche contre les drones Shahid à courte portée, tandis que d'autres systèmes gèrent les missiles russes. Cela a des implications plus larges, déjà évoquées plus tôt dans la vidéo. Ce nouveau partenariat illustre encore comment Poutine a obtenu l'opposé de ce qu'il voulait en lançant sa soi-disant opération militaire spéciale en Ukraine. Cette opération était censée rayer l'Ukraine de la carte, mais ce qui s'est passé après 4 ans de combat, c'est que la guerre de Poutine a rendu l'Ukraine plus forte, géopolitiquement parlant, qu'elle ne l'a jamais été auparavant. Le partenariat renforcé entre l'Ukraine et le Japon en est un exemple. Les deux parties voient l'intérêt de former des liens de défense rendus possibles depuis que l'invasion de Poutine a fait de l'Ukraine un leader mondial des drones. Nous constatons des relations similaires entre l'Ukraine et ses partenaires mondiaux. Au Moyen-Orient, l'Ukraine a signé des accords de défense d'une durée de 10 ans avec plusieurs pays du Golfe qui cherchent des moyens de lutter contre les drones Shahed iraniens qui servent de base aux drones que la Russie utilise contre l'Ukraine. L'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne est annoncée par certains comme pouvant avoir lieu dès 2027 et cela ne fera que renforcer les liens de l'Ukraine avec un bloc qui a déjà été l'un des plus fervents contributeurs à la défense de l'Ukraine. Les drones ukrainiens ont rendu cela possible. L'Arabie saoudite, le Qatar et le Japon n'auraient jamais envisagé auparavant de coopérer avec l'Ukraine en défense, n'en ressentant pas le besoin. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé que l'Ukraine est prête à partager ses technologies de drones marins et d'intercepteurs avec le Japon dès février et le Terror A1 pourrait en résulter. Toutes ces nations possédèrent des technologies militaires modernes, développées ou fournies par des partenaires comme les États-Unis. Aujourd'hui, l'Ukraine est au centre de leur plan. D'une façon détournée, Poutine en est la cause. Sa guerre a renforcé l'Ukraine sur la scène géopolitique.
Ce renforcement a eu lieu alors que l'influence mondiale de la Russie est à son plus bas depuis longtemps sous Poutine. En 2026 seulement, Poutine a vu l'ancien dictateur du Venezuela, Nicolás Maduro, être écarté de la scène. Voilà un allié en moins. Le chaos en Iran a fait perdre à la Russie un autre allié en la personne d'Ali Khomeini. Reste à voir si l'opération Epic Fury entraînera un changement de régime affaiblissant l'influence russe dans le Golfe alors que l'Ukraine y est plus forte que jamais. La Russie n'inspire même plus confiance pour ses armes, car elle épuise ses stocks en Ukraine et prouve chaque jour qu'elles ne sont pas ce qu'on en disait. De plus en plus d'anciens clients choisissent d'autres fournisseurs. Les exportations d'armes russes ont baissé de 64% en 5 ans, selon le Moscow Times du 9 mars. Cela s'explique aussi par la baisse des achats de l'Inde et de la Chine, en plus du besoin accru d'armes de la Russie. Pendant ce temps, les pays de l'Union européenne, dont l'Ukraine pourrait bientôt faire partie, vendent 4 fois plus d'armes que la Russie. Donc le terror A1 du Japon va avoir un impact énorme pour l'Ukraine, très concrètement. Un nouveau drone intercepteur est crucial pour un pays qui dépend croissant de ses armes peu coûteuses pour contrer les attaques russes à longue portée. Mais les implications plus larges devraient inquiéter Poutine. Avec cet accord, le Japon et l'Ukraine sont plus proches que jamais sur le plan de la défense. C'est pareil pour l'Ukraine et bien d'autres pays. Poutine assiste à l'effondrement de l'influence russe et à la montée de celle de l'Ukraine. Chaque Shahid intercepté rappellera brutalement cette réalité au Kremlin. Chaque terror A1 qui décolle rappelle à Poutine que le Japon soutient l'Ukraine. Peut-être que Poutine n'accordera pas l'attention nécessaire aux nouveaux drones intercepteurs ukrainiens et japonais. La lance magique d'Odin semble tout droit sortie de la mythologie nordique. Une arme divine, peut-être offerte comme récompense pour avoir accompli une quête dans une partie de Donjons et Dragons. Mais la lance est réelle. Elle se trouve en Ukraine en ce moment. Et grâce à la Suède, l'Ukraine a entre ses mains quelque chose de si terrifiant que Poutine sait qu'il ne peut pas arrêter ce qui arrive. Gungnir est arrivé, et la Russie ne peut rien y changer. La Russie le sait car Gungnir n'est pas juste une arme que la Suède a promis de livrer à l'Ukraine plus tard. Elle est déjà en Ukraine et a servi lors d'une des frappes ukrainiennes les plus dévastatrices contre l'infrastructure militaire et pétrolière russe en mer Noire. Nous pensions tout savoir sur ce que l'Ukraine voulait révéler sur cette frappe. Le 6 avril, on a appris que ses forces de système sans pilote et navales avaient mené une frappe dévastatrice contre la plateforme pétrolière offshore Sivash de la Russie en mer Noire. Endommager la plateforme Sivash est important pour l'Ukraine, non seulement pour cibler l'industrie pétrolière russe, mais surtout parce que la Russie l'utilise comme poste de surveillance et avant-poste militaire pendant la guerre. Des radars pour la défense aérienne courte portée et des systèmes de guerre électroniques ont été installés sur la plateforme, la rendant atout militaire plutôt qu'installation pétrolière. L'Ukraine a neutralisé Sivash. Et à notre connaissance, elle l'a fait en utilisant des drones. C'est essentiellement ce qu'a affirmé le commandant des forces de système sans pilote ukrainiennes, Robert Brovdi, lorsqu'il a annoncé l'attaque dans un message sur Telegram. La plateforme de forage flottante Sivash a été neutralisée par les oiseaux du 413e OP Reed avec les forces d'attaque en haute mer de la marine. Selon Brovdi, il ne semble pas mentir. Une vidéo a vite montré l'Ukraine attaquant le Sivash avec des drones, probablement lancés depuis des drones maritimes en mer Noire. C'était fait. L'opération terminée, nous savions comment l'Ukraine avait réussi. Mais les apparences sont parfois trompeuses et Brovdi avait volontairement ou non omis un élément clé de l'équation qui a depuis été révélé. Ce ne sont pas seulement des drones qui ont frappé Sivash dans la nuit du 5 au 6 avril. L'Ukraine avait également lancé des missiles suédois Gungnir. Le 7 avril, le Kiev Post a rapporté que la marine ukrainienne avait révélé, puis confirmé plus tard, l'utilisation du missile suédois RBS-15 lors de la frappe sur Sivash. Connu sous le nom de Gungnir, ce qui se traduit vaguement par la lance magique d'Odin, le missile est une arme anti-navire redoutable, et jusqu'à présent, on ne savait pas vraiment si l'Ukraine possédait ce missile ou non. Le média indique qu'une vidéo de la marine ukrainienne montre l'utilisation du Gungnir lors de la frappe sur Sivash, provoquant une onde de choc en Russie. La séquence d'environ 20 secondes montre l'Ukraine tirant ses missiles suédois depuis ce qui semble être une plateforme terrestre. Le compte X Ozint Warfare signale que c'est la première apparition publique du Gungnir dans la guerre en Ukraine, même si l'Ukraine aurait accès à ses missiles suédois depuis longtemps. Nous y reviendrons bientôt. Tout d'abord, la vidéo partagée par Ozint Warfare semble montrer 2 lancements du missile suédois. Le Kiev Post ajoute que d'autres images apparues montrent ces missiles atteignant directement la plateforme Sivash, qui, selon lui, se trouve à environ 60 à 80 km, soit environ 37 à 50 miles au nord-ouest de la côte criméenne.
Les comparaisons entre les vidéos et des images plus claires des lancements généralement utilisés pour le Gungnir offrent une confirmation supplémentaire que l'Ukraine a bien déployé le missile suédois. Notez aussi la proximité de la plateforme Sivash avec la côte criméenne. Cela vous donne une idée de la raison pour laquelle l'Ukraine a choisi de cibler cette plateforme pétrolière en particulier. Les systèmes de guerre électronique et de défense aérienne déployés par la Russie sur la plateforme Sivash visaient à protéger ses actifs en Crimée. Maintenant, ces défenses sont en train de brûler. Touchée par la lance magique d'Odin, puis par des frappes de suivi menées par des drones ukrainiens, cette plateforme pétrolière ne peut plus servir de système d'alerte pour la Crimée occupée. Nous allons bientôt rendre compte d'une frappe contre la partie continentale de la Crimée, peut-être sur des cibles au large des côtes protégées par Sivash. Nous pouvons désormais confirmer que le RBS-15 fait officiellement partie de l'arsenal ukrainien. Cela a surpris tout le monde, y compris Poutine et le Kremlin, qui pensaient que l'Ukraine devait de plus en plus compter sur ses propres missiles, ses stocks occidentaux s'épuisant. Sivash a prouvé à Poutine que l'Ukraine n'a pas qu'une seule option. Elle possède ses propres missiles et des missiles occidentaux qu'elle peut utiliser contre certaines des cibles militaires russes les plus importantes en Crimée. Poutine doit affronter un nouveau missile occidental livré à l'Ukraine. C'est là que tout change sur le champ de bataille. L'arrivée du Gungnir en Ukraine n'est pas seulement dangereuse pour la Russie en raison de la puissance de feu que ce missile apporte. C'est un autre signe pour Poutine que ses tentatives d'intimider la Suède pour qu'elle reste neutre ont échoué. La Russie a, au contraire, transformé un pays qui, pendant des siècles, a tenté de rester à l'écart des guerres en un pays qui arme activement un ennemi de la Russie et fait tout son possible pour arrêter Poutine dans son élan. Nous allons bientôt examiner le deuxième point. Restez avec nous. Le missile que l'Ukraine vient de déployer pour pulvériser Sivash est ce que la Russie redoute le plus que l'Ukraine possède. Pourquoi? Un coup d'œil aux spécifications de base du missile suffit à répondre à la question. Fabriqué par Saab Bofors Dynamics, le RBS-15 ou Robot System 15, pour être précis, il s'agit en réalité d'une famille de missiles anti-navires conçus pour combiner les capacités de destruction attendues de ce type d'arme, avec une capacité d'attaque terrestre qui le rend extrêmement polyvalent. La portée du missile peut dépasser 300 km, soit 186 miles, bien que cela dépende de la version spécifique du Gungnir utilisé. L'ogive pèse environ 200 kg, soit environ 440 livres. Le missile peut presque atteindre Mach 1. Il arrive juste en dessous, à Mach 0,9, mais cela correspond tout de même à une vitesse d'environ 1110 km/h. Donc, l'Ukraine dispose d'un missile qui se déplace rapidement, frappe fort et possède une portée suffisante pour être utilisé contre toutes sortes de cibles en mer Noire, en Crimée et dans les territoires occupés de l'Ukraine continentale. Le Kiev Post précise que le RBS-15 combine GPS et navigation inertielle pour rester sur sa trajectoire vers la cible. Son radar actif terminal lui permet un guidage autonome, assurant la fonction « tir et oubli » qui rend ce missile très efficace. Cette fonctionnalité offre exactement ce qu'elle promet. L'Ukraine peut programmer une cible dans le missile, tirer, puis oublier tout ajustement manuel en vol, car le missile gère tout le reste lui-même. Nous avons déjà indiqué que le RBS-15 est une famille de missiles. Cela a suscité des spéculations sur les versions détenues et utilisées par l'Ukraine pour frapper la plateforme pétrolière de Sivash. Naval News a quelques réponses potentielles à ce sujet. Il indique que les images publiées par la marine ukrainienne montrant le tir du missile confirment d'abord l'utilisation du RBS-15, car on voit un double panache de fumée émis lors de la phase de lancement. C'est une caractéristique propre au missile suédois, et elle est également absente chez tous les autres missiles que l'Ukraine possède dans son arsenal. Le média précise que l'Ukraine utilisait probablement la Mark 3 ou 4 du Gungnir, toutes deux nettement améliorées par rapport aux premières versions. L'augmentation de la portée jusqu'à plus de 200 km, soit 124 miles, fait partie de ces améliorations. L'Ukraine emploie le Gungnir pour frapper des installations russes en mer Noire. Cette portée accrue est indispensable. Il est également important de noter que la cible de l'Ukraine était à mi-chemin entre une cible terrestre et une cible en mer. Une plateforme pétrolière offshore n'est pas un navire, bien qu'elle partage certaines caractéristiques du fait de sa localisation en mer. En même temps, ce n'est pas vraiment une cible terrestre, même si elle possède des forces et des vulnérabilités qu'on ne retrouve pas sur les navires. Ce mélange rend l'utilisation de la version Mark 3 ou 4 du RBS-15 encore plus probable, car ce sont des versions du missile suédois conçues pour pouvoir frapper des cibles sur terre comme en mer. La polyvalence fait de la lance magique d'Odin un atout majeur pour l'arsenal ukrainien. Cependant, il y a un autre facteur en jeu. Ce facteur à lui seul change tout et fait du RBS-15 le choix parfait pour la frappe que l'Ukraine vient d'effectuer. Petit rappel avant d'aller plus loin, vous regardez l'émission militaire. Si c'est le genre d'analyse que vous voulez voir, assurez-vous d'être abonné à la chaîne. Donc, l'autre facteur.
Le RBS-15 était déjà un bon choix pour attaquer le Sivash grâce à sa portée et sa puissance. Un autre aspect de la plateforme mentionné plus tôt dans la vidéo a peut-être retenu votre attention. Outre les radars de défense aérienne que l'Ukraine visait, la Russie utilise aussi la plateforme pétrolière Sivash pour ses équipements de guerre électronique. Grâce à la guerre électronique, la Russie est capable de brouiller les signaux GPS et de faire dévier à la fois les drones et les missiles de leur trajectoire. C'est là que le RBS-15 entre en jeu. Ce missile a été optimisé non seulement pour fonctionner dans des environnements côtiers et en haute mer, mais il est aussi équipé de contre-mesures électroniques. Le Gungnir possède ses propres capacités de guerre électronique pour contrer celles utilisées par la Russie contre les missiles et drones ukrainiens, adoptant ainsi une stratégie du feu contre le feu. Cela signifie que le RBS-15 résiste aux techniques de brouillage et de falsification GPS employées sur la plateforme Sivash, lesquelles empêchent des attaques comme celle menée par l'Ukraine le 6 avril. La lance magique d'Odin a sans doute préparé le terrain pour la suite. L'Ukraine a utilisé ses missiles suédois pour détruire les systèmes russes de guerre électronique à Sivash, puis a lancé les frappes de drones déjà connues. Ces drones, non entravés par les moyens de guerre électronique à Sivash, ont alors pu frapper les radars de défense aérienne de la plateforme pétrolière avec un niveau de précision qui n'aurait pas été possible autrement. C'est une approche de frappe très intelligente et sophistiquée. L'Ukraine a une fois de plus montré à la Russie que son approche des frappes en profondeur va bien au-delà du simple fait de pointer des missiles et des drones sur une cible en espérant qu'ils l'atteignent. La frappe sur Sivash a été minutieusement planifiée à chaque étape et le Gungnir a été essentiel à la réussite de toute l'opération. Cela inquiétera Poutine. Il sait que des frappes sur des installations russes en Crimée sont désormais possibles après la destruction de Sivash. Sa vraie question sera « Comment cela a-t-il pu arriver ?» La Russie a été prise au dépourvu alors que l'Ukraine a déployé une arme qu'elle n'avait jamais utilisée auparavant. Cependant, si Poutine avait été attentif, il aurait au moins eu le pressentiment que quelque chose comme cela allait arriver. Bien que l'arrivée de la lance magique d'Odin semble s'être faite discrètement, il s'agit en réalité du résultat de négociations entre l'Ukraine et la Suède qui durent depuis longtemps. La Suède a affiché sa position très tôt quant à qui elle soutenait après l'invasion de l'Ukraine par Poutine en février 2022. Dès juin 2022, le pays s'est engagé à fournir un paquet d'aides militaires comprenant des armes anti-chars, des fusils de calibre 12,7 mm et surtout des missiles anti-navires RBS-17 à l'Ukraine. Ce missile est essentiellement la version suédoise du Hellfire américain. Il avait juste été adapté pour être lancé depuis des navires de guerre ou un poste de tir au sol facilement installable et démontable le long de la côte ukrainienne. C'était un avertissement à la Russie. Dès le début de la guerre, la Suède était prête à armer l'Ukraine avec des missiles, et comme l'a indiqué Militani, le RBS-15, bien plus puissant, attendait toujours en réserve. Cependant, pendant 2 ans après l'arrivée du RBS-17, peu de choses ont évolué concernant les missiles suédois. Puis, la situation a changé. Nous n'en avons pas beaucoup entendu parler à l'époque, et cela a été peu relayé dans les médias. Mais selon le Kyiv Post, la Suède et l'Ukraine ont signé un accord à un moment donné en 2024 pour le transfert de missiles RBS-15 vers l'Ukraine. Cela signifie 2 choses. Soit la Suède a mis 2 ans à honorer l'accord, expliquant l'apparition récente du Gungnir en Ukraine, soit l'Ukraine l'a reçu il y a longtemps et attendait le moment idéal pour l'utiliser. La Russie vient de subir la puissance de la lance magique d'Odin, et pire pourrait arriver. Le Kyiv Post ajoute que la Suède est loin d'être le seul pays à utiliser le RBS-15. La Thaïlande, l'Algérie, la Bulgarie, la Pologne, l'Allemagne, la Finlande et la Croatie utilisent également ce missile. Parmi eux, tous les pays européens soutiennent activement la défense de l'Ukraine contre la Russie et ont déjà transféré des armes à l'Ukraine. La Suède a signé un accord pour transférer des missiles RBS-15 à l'Ukraine, mais qu'en est-il de l'Allemagne ou de la Finlande? Ont-ils des accords en préparation? Ces accords ont-ils déjà été signés sans que nous le sachions? Les négociations sur les transferts de Gungnir pourraient-elles débuter maintenant que l'Ukraine connaît l'efficacité de ses missiles suédois contre la Russie? Ces questions restent pour l'instant sans réponse. Certaines questions devraient inquiéter le Kremlin, car si plusieurs de ces pays envoient des missiles Gungnir à l'Ukraine pourrait annoncer plus d'attaques contre des sites comme Sivash en Russie. La situation se dégrade pour la Russie. La Suède fournit ces missiles qui ont frappé Sivash à l'Ukraine et collabore avec l'ennemi de Poutine au développement de nouveaux missiles. Défense Express rapportait en janvier 2025 que des responsables ukrainiens et suédois s'étaient rencontrés pour lancer une initiative conjointe de développement d'une arme à longue portée. Depuis le rapport de Defense Express, peu d'informations ont été communiquées sur cet accord, mais cela confirme l'intensification de la coopération militaire entre l'Ukraine et la Suède. Poutine doit se demander comment on en est arrivé là. Avant l'invasion, la Suède paraissait insignifiante pour la Russie.
Pendant 200 ans avant la guerre en Ukraine, la Suède a suivi une politique constante de neutralité militaire et de non-alignement pour éviter d'être impliquée dans les guerres des autres. Puis les chars ont commencé à entrer en Ukraine et tout a changé pour les Suédois. Pour la première fois en 2 siècles, la Suède a perçu une menace qu'elle devait s'efforcer de contrer. L'état d'esprit du pays est devenu clair. Poutine ciblerait d'abord l'Ukraine, puis pourrait s'intéresser aux pays baltes et nordiques. L'agression russe a poussé la Suède à renoncer à 2 siècles de neutralité pour devenir l'un des plus récents membres de l'OTAN. Décision officialisée en mars 2024 menant à l'expansion de l'organisation de défense collective que Poutine a fréquemment invoquée pour justifier son invasion. La Russie voulait que l'OTAN rétrécisse et exclue les nations de l'Est que Poutine juge trop proches de son territoire. Poutine, par son invasion, n'a réussi qu'à transformer une nation neutre en ennemi du point de vue suédois. Au-delà de l'OTAN, la Suède a également apporté son soutien à l'Ukraine. Nous en avons déjà parlé avec les transferts de missiles et d'armes qui ont commencé dès juin 2022. Mais l'alliance entre la Suède et l'Ukraine est plus profonde, ce qui pose un problème majeur au Kremlin. Depuis février 2022, la Suède a contribué à hauteur de plus de 13,7 milliards de dollars à l'effort de guerre de l'Ukraine. Des accords sont aussi signés, comme le transfert de missiles RBS-15 vers l'Ukraine. D'autres accords concernent des équipements encore plus dangereux, comme celui signé entre l'Ukraine et la Suède, qui verra cette dernière livrer jusqu'à 150 de ses avions de chasse Gripen à l'Ukraine au cours de la prochaine décennie. La Suède cible aussi la Russie culturellement, comme le prouvent les réunions des ministres de la culture suédois et ukrainiens, affirmant sa volonté de coopérer avec son nouvel allié pour une vaste dérussification. Lorsque Poutine a envahi l'Ukraine, il devait gagner vite. L'opération militaire spéciale devait durer quelques jours, la Russie pouvant utiliser cette victoire pour intimider d'autres pays européens. Alors que l'Ukraine résistait et que la Russie s'enlisait dans une guerre de plus de 4 ans, Poutine n'a fait que provoquer la création d'alliances qui n'auraient pas vu le jour si ses troupes étaient restées sur place. Désormais, la Suède est un ennemi, un pays qui considère activement la Russie comme la plus grande menace pour sa sécurité nationale, ce qui a jeté les bases de la coopération que nous voyons aujourd'hui entre l'Ukraine et la Suède. Ainsi, la lance magique d'Odin déchaînée contre la Russie est importante en raison des résultats immédiats qu'elle a permis d'obtenir. Les missiles suédois utilisés par l'Ukraine ont détruit un poste clé de radar et de guerre électronique en mer Noire, ouvrant ainsi de nouveaux couloirs aériens pour que missiles et drones ukrainiens frappent la Crimée. Mais peut-être plus important que la frappe elle-même, c'est ce que cette frappe représente. Poutine a créé un monstre suédois qui, allié à l'Ukraine, fait qu'aucun endroit dans les territoires occupés n'est à l'abri de la colère ukrainienne. Gungnir n'est pas la seule arme inspirée de la mythologie nordique que la Suède utilise contre la Russie. Les guerres en Ukraine et dans le Golfe Persique ont brisé de nombreuses règles d'engagement habituelles. Toutes les parties utilisent massivement des drones, tant sur les lignes de front que pour des frappes à longue portée loin derrière les lignes. Une course massive à l'armement s'est engagée, avec des nations du monde entier qui s'empressent de développer les drones d'attaque les plus meurtriers, faciles à produire à grande échelle et rentables de toute urgence. En même temps, une course aux armements tout aussi cruciale a émergé autour des technologies anti-drones. Également connues sous le nom de solutions QAS, les initiatives anti-drones vont de simples lance-filets portatifs bon marché à des systèmes de missiles avancés coûtant des centaines de millions de dollars. Mais aujourd'hui, le géant suédois Saab a développé un concept unique qui a fait ses preuves sur le terrain et pourrait bien changer toute l'approche de l'OTAN en matière de lutte anti-drone. Le Loki. Alors, examinons de plus près le système Loki, ce qui en fait un concept aussi innovant, et comment il pourrait changer la guerre des drones de façon permanente. Aujourd'hui, la lutte contre les systèmes aériens sans pilote, CUAS, est devenue un secteur très lucratif. Une série d'incursions de drones dans l'espace aérien européen, du milieu à la fin de 2025, a révélé à quel point une grande partie de l'Europe était mal préparée à ce type de bombardement par essaim de drones, que l'Ukraine, et de plus en plus la Russie, ont été contraintes de repousser en permanence. Les systèmes de défense aérienne traditionnels à base de missiles, comme le Mi-24 4 Patriot et l'Iris-T, se sont révélés efficaces pour abattre des drones longue portée comme les variantes Shahed-Geran de la Russie. Efficaces, mais pas rentables. Il est impensable d'utiliser des missiles intercepteurs valant des millions pour détruire des drones coûtant des dizaines de milliers. Surtout quand ces drones sont produits par centaines chaque jour, alors que les missiles ne le sont qu'à quelques centaines par an.
La course est donc lancée pour développer des solutions QAS. Entre 2026 et 2030, les membres de l'OTAN et leurs alliés proches devraient dépenser plus de 210 milliards de dollars dans les capacités de défense aérienne et antimissiles. Une grande partie de cette somme sera allouée à des systèmes haut de gamme comme Patriot, Iris-T et SAMP. La protection contre les missiles de croisière russes et iraniens et les missiles balistiques est plus essentielle que jamais. Cependant, des milliards sont également investis dans des systèmes de défense aérienne spécifiquement axés sur les drones, en particulier ceux qui offrent un coût d'interception viable et qui sont faciles à produire en grande quantité et rapidement. Le dernier répertoire mondial des systèmes anti-drone Airspace 2026 recense plus de 1000 systèmes QAS provenant de plus de 550 entreprises qui sont en cours de développement ou de production à travers le monde. Le répertoire divise les systèmes en 11 catégories différentes. Des systèmes pour capturer les drones comme les lance-filets, les véhicules terrestres sans équipage, les systèmes de détection, les armes à énergie dirigée, les contre-mesures électroniques ou CME, les armes à feu, les systèmes intégrés, les drones intercepteurs, les missiles, les munitions et d'autres, y compris les logiciels. Mais contrairement à la plupart des systèmes répertoriés, ils pourraient avoir du mal à classer Loki dans une seule catégorie ou une autre. Parce que ce qui rend ce système spécial, ce n'est pas une toute nouvelle méthode high-tech pour abattre des drones ou une utilisation innovante de l'IA. Au contraire, sa beauté réside dans l'assemblage pragmatique de composants existants et abondants, pour créer un système à la fois très efficace et économique. Saab n'a pas essayé de réinventer la roue. Ils n'en avaient pas besoin. Leurs ingénieurs ont examiné les composants déjà en stock, initialement prévus pour d'autres usages, et ont compris qu'ils disposaient de tout pour créer le tueur de drones ultime. Cette décision pousse les concepteurs de systèmes anti-drones du monde entier à se demander « Pourquoi on ne peut pas faire ça ?» ou « Donnez-moi ça ». Maintenant, le fait que ce soit Saab qui propose des solutions pragmatiques et innovantes à des problèmes militaires urgents ne devrait surprendre aucun observateur chevronné du complexe militaro-industriel mondial. Après tout, ils le font depuis des décennies. L'entreprise, dont le nom est l'abréviation de Svenska Aeroplan, Aktia Bolaget, ou Société suédoise d'aéronautique, a été fondée en 1937. Elle est ensuite devenue la principale entreprise de l'industrie de la défense en Suède, avec une capitalisation boursière de plus de 35 milliards de dollars. C'est de loin l'entreprise la plus importante du pays en termes d'envergure, d'innovation technologique et d'importance stratégique. Au fil des années, Saab a constamment proposé un éventail d'armes très recherchées dans le monde entier pour leur qualité, leur praticité et leur fiabilité. Les plus remarquables d'entre elles sont probablement le célèbre avion de chasse, JAS-39, Gripen l'arme anti-char AT-4, le missile anti-navire RBS, 15 les drones navals de déminage, Double Eagle, le fusil sans recul, Carl Gustav, M4, les stations d'armes télécommandées, Trackfire et les systèmes radar, Giraffe. Les deux derniers éléments de cette liste sont maintenant réunis dans le nouveau système Loki. Loki a été présenté pour la première fois en février 2025, fruit d'une collaboration entre l'armée de l'air suédoise, l'administration suédoise du matériel de défense, ou FMV, Saab et d'autres partenaires. Il combine des technologies existantes dans un système modulaire qui peut être assemblé dans différentes configurations, comme des Lego. Le système intègre un radar mobile, le Giraffe 1X de Saab, avec une station d'armes télécommandée Trackfire, équipée de mitrailleuses lourdes et moyennes, ainsi que des composants de guerre électronique. Cela signifie qu'il peut suivre à la fois des cibles physiques et des signaux dans le spectre électromagnétique, offrant ainsi une détection précoce et plusieurs options de neutralisation. En raison de sa conception modulaire, d'autres accessoires, comme une arme à énergie dirigée par exemple, pourraient éventuellement être ajoutés avec relativement peu de difficultés à l'avenir. Nous en reparlerons un peu plus tard. Mais pour l'instant, les composants connus du système sont tous largement utilisés dans les États membres de l'OTAN, et au-delà, ce qui réduit au minimum les problèmes d'interopérabilité et la courbe d'apprentissage pour les opérateurs. Prenons le radar, par exemple. La famille de radars Giraffe a commencé son développement dans les années 1970 avec les premiers systèmes livrés en 1977. Ils ont été initialement développés en parallèle avec le missile solaire RBS-70. Les premiers radars Giraffe étaient des systèmes mécaniques, 2D et 3D, à impulsion Doppler, fonctionnant dans la bande GH, et conçus pour détecter les aéronefs volant à basse altitude, dans des environnements encombrés. Avec le temps, la famille a évolué vers des systèmes numériques avancés, aboutissant au Giraffe Agile Multibeam, ou AMB.
L'AMB est un radar 3D à réseau à commande électronique passive, ou PESA, qui a été largement exporté et utilisé aussi bien dans des rôles terrestres que navals, sous le nom de SIA Giraffe, dans ce dernier cas. Mais le véritable bond en avant a eu lieu en mai 2014, lorsque Saab a dévoilé le Giraffe 1X, la variante utilisée dans Loki. Peut-être en clin d'œil au domaine émergent de la guerre par drone, ce radar compact à réseau à commande électronique active en bande X, ou ESA, a marqué un tournant vers la mobilité, le déploiement rapide et la capacité multirôle. Le réseau ESA permet au radar d'orienter ses faisceaux électroniquement plutôt que mécaniquement. Cela signifie un balayage plus rapide, une fiabilité améliorée et la capacité de suivre plusieurs cibles simultanément. Le radar ESA offre également un suivi tridimensionnel, ce qui signifie qu'il peut déterminer la distance, l'azimut et l'altitude d'une cible. C'est crucial pour les petits drones ou menaces à basse altitude pouvant se confondre avec le sol. De plus, le traitement avancé du signal permet au système de distinguer les vraies cibles des oiseaux, du terrain et des effets météorologiques, améliorant ainsi la précision de détection dans des environnements encombrés. Le résultat est que le Giraffe 1X offre une couverture à 360 degrés avec un balayage complet du volume chaque seconde. Il est suffisamment sensible pour détecter des cibles basses, lentes, petites ou LSS comme les drones, en plus de sa capacité de lutte contre les roquettes, l'artillerie et les mortiers. Cela inclut roquettes, artillerie, mortiers, avec détection et alerte. La version terrestre a une portée d'environ 76 km, tandis que la version navale a une portée d'environ 98 km. Plus récemment, le système de déploiement Giraffe 1X a été ajouté en 2023, améliorant la transportabilité et l'état de préparation. Et en 2024, le module radar compact a été introduit, permettant à l'antenne de se replier dans le boîtier d'une simple pression sur un bouton. Avec un poids total du système inférieur à 150 kg, il peut être facilement déployé sur des véhicules légers, des mâts ou des toits, afin d'assurer une surveillance simultanée de l'air et de la surface. Il peut être utilisé à distance ou localement, et offre une intégration flexible avec les systèmes de commandement et de contrôle, ou C2. Il peut ainsi se connecter facilement à d'autres capteurs, réseaux, plateformes d'armes et outils d'aide à la décision pour faciliter des opérations militaires coordonnées. Avec toutes ces fonctionnalités, il n'est pas étonnant que la demande pour le Giraffe 1X soit élevée. Les États-Unis, la Suède, la Lettonie et le Royaume-Uni acquièrent tous le système, soit pour l'utiliser sur des véhicules légers, des unités tactiques, des sites fixes ou l'intégrer à des plateformes navales. Maintenant, c'est aussi les yeux et les oreilles de Loki. Cela a tout son sens. Les caractéristiques du Giraffe sont parfaitement adaptées à une plateforme QAS modulaire et mobile comme Loki. Avec une forte demande nationale et internationale pour les différentes versions du Giraffe depuis près de 50 ans, les chaînes de production Saab sont bien rodées et les stocks bien fournis. Du point de vue de Saab, pour Loki, le Giraffe est pratiquement une solution prête à l'emploi. Et c'est à peu près la même histoire avec un système d'armes qui tire sur les cibles identifiées par le Giraffe, la station d'armes télécommandée Trackfire, ou RWS. Comme pour le Giraffe, son choix était en quelque sorte une évidence pour Saab. Trackfire est un système d'armes et de capteurs télécommandés, spécialement développé par Saab pour être intégré sur des navires, des positions de défense fixes et des véhicules terrestres, c'est-à-dire sur des plateformes comme Loki. Le système a été présenté publiquement lors de l'exposition DSEI 2007 à Londres et est entré en service en 2012 dans la marine finlandaise, son premier déploiement majeur. Cela a été suivi par un contrat en 2017 avec le FMV mentionné précédemment, qui a permis l'intégration du Trackfire au niveau national sur les Combat Boat 90 et d'autres plateformes navales. Et au moins 26 de ces bateaux ont fini en Ukraine. Depuis 2022, la Suède a envoyé à l'Ukraine 21 lots d'aide militaire directe d'une valeur impressionnante de 11,3 milliards de dollars. Cela comprenait des dons de systèmes d'armes avancés comme l'artillerie Archer, des chars Stridsvagn 122, des systèmes de défense aérienne et des bateaux CB-90 comme le Trackfire RWS. 10 CB-90 ont été livrés à l'Ukraine en février 2024 et 16 autres en janvier 2025. Il s'avère que ces intégrations Trackfire faisaient partie des dernières de l'ancienne configuration du système. La nouvelle configuration, clairement influencée par l'expérience ukrainienne en guerre, allait être dévoilée. Le Trackfire Ares a également été dévoilé au DSEI, mais lors de l'édition 2025. Il est spécialement conçu pour les opérations QAS et il convient parfaitement à Loki.
Optimisé pour une grande précision et la protection de l'équipage lors des tirs en mouvement, il offre une rotation azimutale à 360 degrés avec une élévation allant de moins 20 degrés à plus 55 degrés. Ces caractéristiques ne sont pas vraiment impressionnantes face aux systèmes RWS concurrents, qui offrent aussi généralement un azimut à 360 degrés. Les variantes navales du Kongsberg Protector RWS et du Hanwha Defense Naval RWS coréen ont la même dépression de moins 20 degrés, mais une élévation légèrement supérieure de plus 60 degrés. Les variantes du Rheinmetall RMG-30 RWS offrent généralement une élévation allant de moins 15 degrés à plus 60 degrés, et l'Aselsan Stamp Naval RWS turc les surpasse tous, avec une plage de moins 15 degrés à plus 55 degrés. C'est le genre d'information qu'on trouve sur n'importe quelle chaîne YouTube spécialisée dans le militaire. Ici, sur The Military Show, on va au-delà des gros titres pour vous apporter la vraie histoire. Alors, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Donc, le Trackfire pourrait être légèrement désavantagé par rapport à certains de ses rivaux, mais ce qui lui manque en amplitude, il le compense largement en précision. Il dispose d'une véritable ligne de visée stabilisée et indépendante, ou silos pour faire court. Cela signifie que le module de capteur stabilisé de façon indépendante est découplé des axes de l'arme, et donc isolé des effets du recul de l'arme. Cela permet à l'opérateur de maintenir une ligne de visée ininterrompue sur la cible, ce qui réduit considérablement le temps d'acquisition de la cible. La configuration unique du Trackfire Ares permet également de maintenir la cible sous télémétrie laser en continu pendant toute la séquence d'engagement, offrant ainsi un calcul balistique extrêmement précis et complet, y compris la prédiction 3D de la cible. Mais la véritable valeur réside peut-être ici. C'est un système modulaire, conçu pour être configurable, interopérable et déployable sur un nombre croissant de plateformes. Il y a deux unités principales sur lesquelles d'autres peuvent être connectées. La première est une unité de direction, ou DU, qui abrite le module capteur, ou SM. L'UD se connecte à l'interface homme-machine, ou IHM, qui comprend l'affichage du tireur, le panneau de contrôle de tir, la poignée de commande et le système de suivi vidéo. Concrètement, cela signifie que l'équipage dispose d'une représentation visuelle puissante de l'environnement et de ses cibles à portée de main. Les opérateurs peuvent littéralement identifier les menaces, choisir la réponse appropriée et tirer sans jamais perdre le contact visuel avec leurs écrans. Une double commande facilite le partage des capacités, permettant des réactions plus rapides et réduisant les cycles entre détection et tir. Le système est aussi conçu pour s'intégrer à d'autres plateformes, permettant la transmission des données d'image tant au sein qu'entre différentes plateformes. En ce qui concerne la puissance de feu qu'il peut fournir, la flexibilité c'est le maître mot du Trackfire. Une large gamme d'armes peut être montée, souvent en combinaison les unes avec les autres. La variante Ares est équipée de série d'un canon à chaîne Bushmaster M230 LF de 313 mm, mais elle peut également utiliser la Browning M2 HMG mitrailleuse lourde de 12,7 mm FN, Mag 58 mitrailleuse polyvalente de 7,62 mm, MK19, lance-grenade de 40 et 53 mm, et HNK GMG, lance-grenade de 40 et 53 ml, ainsi que des missiles plus légers. Vous pouvez également installer des solutions complémentaires telles que des effecteurs non létaux et des brouilleurs. Dans le cas de Loki, l'ensemble comprend une Browning M2, une FN Mag 58 et des composants de guerre électroniques pour le brouillage. Cependant, n'importe laquelle des autres armes que nous venons de mentionner, ainsi que des lanceurs de fumigènes, des éblouisseurs, des projecteurs, des haut-parleurs et même des canons légers, peuvent également y être montés selon les besoins. Mais même le pack de base vous offre quelque chose que la plupart des autres systèmes QAS n'ont pas. Deux options différentes de détection et d'engagement, le suivi physique et le suivi dans le spectre électromagnétique. Cela vous donne plusieurs options de neutralisation en plus de la détection précoce. Et cela contribue grandement à résoudre le problème majeur auquel l'OTAN est confrontée. Des réponses que adaptées en termes de coûts contre des drones petits et peu coûteux. Maintenant, il n'y a pas que le coût des matériaux qui entre en jeu lors du développement de solutions QAS. Le temps nécessaire pour passer de l'idée à l'utilisation sur le terrain est tout aussi préoccupant. Plus cela prend de temps, plus le produit final risque d'être coûteux. À cet égard, Loki a dû battre une sorte de record de l'OTAN. Il n'a fallu que 84 jours pour passer de l'évaluation à la livraison, un délai incroyablement court comparé à la plupart des systèmes d'armes. Loki a en fait été conçu comme une sorte d'expérience de speedrun pour voir à quelle vitesse les Suédois pouvaient évaluer et livrer un nouveau système QAS. L'expérience a visiblement fonctionné.
Ce qui avait débuté comme une démonstration pour l'industrie de la défense est devenu un sprint de 3 mois pour fournir un système mobile et adaptable aux unités de combat de l'armée de l'air suédoise. L'évaluation a commencé en janvier 2025 et moins de 3 mois plus tard, des unités opérationnelles ont été livrées, prêtes à être testées sur le terrain. C'est vraiment un véritable exploit de l'ingénierie militaire moderne. Alors, comment ont-ils fait ? Eh bien, selon Carl Johan Bergholm, vice-président principal et responsable de la division surveillance de Saab, ce n'étant pas un cycle de développement produit classique sur plusieurs années, nous avons dû innover et adopter une approche originale pour relever ce défi. En réutilisant habilement des produits et en ajoutant de nouvelles fonctionnalités, nous avons concrétisé le concept très rapidement. Avoir à disposition tout un stock de composants de premier ordre prêts à être intégrés dans le nouveau système aide sans aucun doute de manière significative. Bien sûr, livrer un prototype est une chose. Il doit encore faire ses preuves sur le champ de bataille. Et dans le cas de Loki, c'est déjà fait. En septembre 2025, Saab a confirmé que Loki avait été déployé depuis 6 mois en Pologne. Il avait été utilisé à la base aérienne de Malbork, où des forces suédoises de la 21e escadre puis de la 17e escadre étaient en mission pour l'OTAN. Leur mission était surtout de sécuriser les installations alliées, dont un centre logistique clé pour l'aide militaire à l'Ukraine. Alors, comment cela s'est-il passé ? La version officielle est, pragmatique et sobre, comme on peut s'y attendre de la part d'un officier suédois. Des opérations aériennes efficaces exigent une solide protection au sol. Les systèmes que nous avons déployés ont considérablement renforcé la sécurité de la base, tant pour nous que pour nos alliés, a déclaré le lieutenant-colonel Christian Bertelson, commandant du contingent suédois en Pologne. Les photos du système apportent plus de détails. Les marquages sur le système indiquent l'interception réussie de 36 drones de type quadricoptère et de 17 UAV à voilure fixe lors des tests radars. Les photos révèlent également la construction du système façon MacGyver. Le radar a simplement été monté sur une palette et fixé avec des sangles élastiques. L'alimentation électrique a été organisée simplement et pratiquement, les fils passant par une rallonge probablement reliée à un générateur. À côté du radar se trouve un conteneur rouge équipé d'antennes, clairement le boîtier de brouillage. Il n'a pas été peint, ce qui reflète probablement l'accent mis sur la rapidité du projet plutôt que sur la finition. Maintenant, d'un côté, cette approche pourrait poser certains problèmes à Saab lorsqu'elle commercialise le Loki à travers le monde. Le système fait actuellement l'objet d'une formation au niveau du peloton par la 21e escadre suédoise avec une intégration complète dans les unités de combat prévues d'ici la fin 2025. Mais l'intégration à l'OTAN exige un ensemble de normes plus strictes, comme des pratiques de câblage conformes à la réglementation. D'après ces premiers modèles, certains éléments devront sans doute être améliorés avant un déploiement plus large. A l'inverse, l'esprit collaboratif et l'agilité ayant servi au développement de Loki pourraient inspirer de futurs projets, voire influencer la doctrine de l'OTAN. Selon le chef de l'armée de l'air suédoise, le général Jonas Wickman, c'est un exemple de notre capacité à développer rapidement les moyens nécessaires en nous écartant des procédures habituelles pour répondre rapidement aux menaces actuelles. Nous devons évoluer sans cesse et trouver des solutions rapides pour renforcer la force aérienne. Nous ne savons pas combien cela coûte, mais Loki est évolutif et adaptable aux menaces changeantes, puisqu'il peut être encore amélioré avec des capteurs supplémentaires et des stations d'armes selon les besoins. Il peut même fonctionner pendant le redéploiement, assurant une protection continue en mouvement. Il s'intègre facilement dans des défenses aériennes multicouches et est conçu pour offrir une intégration et une interopérabilité accrue avec d'autres systèmes. Pour combien d'autres systèmes l'OTAN peut-elle en dire autant ? Ces caractéristiques pourraient devenir déterminantes dans les prochaines années. Le modeste drone Shahid iranien a changé la guerre au point que même les États-Unis ont été contraints de le rétro-concevoir pour créer rapidement leur propre analogue. Rien n'égale la puissance des systèmes haut de gamme comme Patriot et Tchad pour détecter et détruire les menaces aériennes. L'Ukraine pourrait à elle seule utiliser toute la production annuelle de missiles PAC-3 en quelques mois si elle y avait accès. Peut-être que la nature de la guerre évolue si rapidement que l'ancien cycle de production de défense, long mais lucratif, n'est tout simplement plus viable. C'est trop cher et beaucoup trop lent. Ceci est un tout nouveau système fabriqué aux États-Unis qui n'a encore jamais été utilisé au combat. Et il aurait obtenu un grand succès en abattant les drones d'attaque russes Djerin à longue portée en Ukraine, le Tempest. Alors examinons de plus près ce système et le rôle unique qu'il pourrait jouer dans les défenses anti-drones de l'Ukraine.
Lorsque la Russie a envahi l'Ukraine pour la première fois en février 2022, les véhicules aériens sans pilote étaient un aspect secondaire de la guerre, utilisés principalement pour la reconnaissance et les frappes à distance. Mais en moins de 4 ans, ils sont devenus des éléments essentiels à la fois pour l'offensive et la défense, tant pour la Russie que pour l'Ukraine. Sur les lignes de front, les drones kamikazes FPV, qu'ils soient guidés par GPS ou par fibre optique, dominent le ciel, rendant tout mouvement extrêmement dangereux. Et loin derrière les lignes de front des deux nations, des drones d'attaque à longue portée comme la famille russe Gérine de munitions rôdeuses et le FP1 de l'Ukraine déchaînent l'enfer sur des infrastructures critiques comme les centrales électriques et les ports. Les attaques incessantes de la Russie contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes, avec des missiles et des gérons, ont plongé de grandes villes comme Kiev, Kharkiv, Dnipro et Odessa dans l'obscurité, sans chauffage ni eau, pendant de longues périodes, au cœur d'un hiver glacial. Il n'a donc jamais été aussi crucial de stopper ces bombardements nocturnes. Et maintenant, l'Ukraine dispose d'une nouvelle arme redoutable dans son arsenal. Début janvier 2026, le centre de commandement de l'armée de l'air ukrainienne a publié une vidéo montrant le système Tempest en action, prouvant qu'au moins un de ces systèmes était en service actif en Ukraine, probablement sous le contrôle de l'armée de l'air. Fait intéressant, une version fortement floutée de la même vidéo avait été publiée en octobre précédent, ce qui suggère que le système était utilisé en Ukraine depuis plusieurs mois avant que son utilisation ne soit confirmée publiquement. Le système Tempest, fabriqué par le sous-traitant de défense basé en Virginie P2X, n'a été dévoilé qu'en octobre, lors de l'exposition de l'Association de l'armée des États-Unis, ou AUSA, à Washington. Aucune annonce officielle concernant la fourniture du système à l'Ukraine n'a été faite par l'entreprise ou par des sources militaires américaines. Cependant, le fait qu'un système d'armes occidentales ait été secrètement testé ou mis en service au sein des forces armées ukrainiennes n'est guère un cas isolé ou controversé. Depuis le début de l'invasion russe, de nombreuses entreprises occidentales ont exposé leurs prototypes et systèmes émergents à des combats réels en Ukraine, une situation qui est passée de l'improvisation à l'officialisation. En juillet 2025, le principal cluster d'innovation en matière de défense de l'Ukraine, Brave One, a annoncé le lancement d'un nouveau programme appelé Test in Ukraine, qui permet aux entreprises étrangères de tester des technologies militaires sur le champ de bataille. Selon Brave One, cette initiative permet aux entreprises et gouvernements étrangers de créer des solutions pour relever les défis réels de la guerre, tout en recevant des retours immédiats du personnel militaire et en améliorant leurs produits grâce à l'expérience du combat. Elle simplifie également les procédures d'obtention des autorisations pour importer le matériel, et prend en compte des situations pratiques, comme ce qui se passe lorsque l'équipement de test est endommagé ou détruit lors des essais sur le champ de bataille. Il n'est donc pas surprenant qu'un système comme le Tempest ait été discrètement mis à l'épreuve en Ukraine, comme tant d'autres systèmes d'armes. Certaines de ces expériences échouent. Par exemple, l'Ukraine a récemment annulé de nouvelles commandes de drones d'attaque HX-2 auprès de la start-up allemande de défense Helsing. Le HX-2 a été conçu pour fonctionner de manière autonome, en utilisant l'IA pour le guidage terminal, la navigation en vol et l'acquisition visuelle des cibles. Cependant, malgré des plans annoncés précédemment pour en acquérir jusqu'à 6000, il n'aurait pas répondu aux attentes lors des tests en première ligne, menés par le 14e régiment ukrainien. Bien que cela ait été démenti par Helsing, les forces ukrainiennes ont signalé des problèmes au décollage, un manque de fonctionnalité d'IA promise et une vulnérabilité au brouillage de guerre électronique, ce qui a perturbé la communication avec les opérateurs. D'après les informations limitées disponibles sur ses performances à ce jour, le Tempest semble être bien plus efficace. Dans les images partagées par le commandement de l'armée de l'air montrant le système Tempest en opération, un opérateur identifié sous le nom de Code Shorty déclare « À ce jour, notre équipe a détruit 21 drones Shahad. Le Shahad 136 est le drone iranien d'origine à partir duquel la famille Gérine a été adaptée. Cette machine verrouille le ciel, dit-il, ajoutant que son équipe avait auparavant été déployée dans les régions orientales de l'Ukraine, où ils ont détruit toutes les cibles qu'ils y ont attaquées. J'aime voir la technologie déployée en première ligne s'illustrer sur le champ de bataille. Abonnez-vous à The Military Show. Nous analysons ces systèmes alors qu'ils sont encore fumants. Alors, qu'est-ce que le système Tempest? Et qu'est-ce qui en fait une proposition aussi intéressante pour la défense aérienne de l'Ukraine? En résumé,
Le V2X Tempest est un véhicule à haute mobilité, équipé d'un lanceur pour missiles AGM-114 Hellfire, qui ont été optimisés pour un rôle de lutte contre les systèmes aériens sans pilote, ou QAS. On comprend qu'il utilise la variante Longbow du missile, qui transporte une ogive de 20 livres, et utilise un guidage radar au lieu d'un guidage laser pour suivre et atteindre les cibles. Le système combine un double lanceur Longbow avec le radar, qui est installé sur un châssis 4x4 très mobile, modulaire et léger, apparemment un canin Maverick X3 SSV. Selon V2X, la plateforme Buggy est construite à partir de composants commerciaux standards, ou COTES, offrant vitesse, modularité, précision létale et évolutivité dans une configuration légère adaptée aux missions anti-drone en zone avancée. C'est une philosophie de conception qui met l'accent sur la vitesse, la simplicité et la survivabilité. Le châssis 4x4 signifie que le Tempest peut manœuvrer facilement sur des terrains accidentés, suivant le rythme de l'infanterie mécanisée ou des unités des forces spéciales dans des environnements dynamiques. Son profil bas et sa grande agilité en font un véhicule idéal pour des engagements rapides de type tirer puis décrocher, où les menaces sont détectées et interceptées. Puis le véhicule se repositionne rapidement, avant que l'ennemi ne puisse riposter avec des tirs de contre-batterie ou un ciblage électronique. Ses capacités de tir et de déplacement sont encore renforcées par les fonctionnalités tir et oubli du missile Longbow que le Tempest utilise. Conçu à l'origine pour les hélicoptères d'attaque AH-64D et E-Apache Longbow de l'armée américaine, c'est la variante la plus avancée de la famille des missiles Hellfire. Le missile est équipé d'un autodirecteur radar à ondes millimétriques actives qui permet l'acquisition et l'engagement autonome des cibles dans toutes les conditions météorologiques, sans nécessité de guidage continu de l'opérateur. Avec une portée allant jusqu'à 8 km, le missile permet au Tempest de neutraliser des drones de classe 2 et 3 plus grands, des munitions rôdeuses, et même des hélicoptères volant à basse altitude. Pour garder le système compact, efficace et très ciblé, V2X a opté pour un seul radar Radatype au lieu d'une suite complète de capteurs à spectre large. Ceci est logique vu le profil de mission visé du système. Bien qu'un radar Radatype soit limité à une seule direction, il fournit un suivi de cible précis et des données de contrôle de tir très fiables pour le système de missile, tout en gardant la signature électronique du véhicule faible, lui permettant de rester indétecté jusqu'à l'attaque. Ce type de radar n'est pas destiné à la surveillance de vastes zones, mais plutôt à servir de centre d'engagement final, recevant des indications de sources externes dans un environnement de combat en réseau. Et c'est exactement le type de dispositif de défense aérienne intégré dans lequel l'Ukraine le déploie, et où il pourrait offrir un avantage décisif, pour repousser la variété de menaces aériennes posées par la Russie, qui vont des avions de chasse et des bombardiers, aux missiles balistiques et de croisières tirés depuis la terre, la mer et les airs, jusqu'aux drones de différentes tailles et portées. Les défenses aériennes de l'Ukraine sont composées de plusieurs couches. Au cœur du mur anti-drone de l'Ukraine se trouve un réseau de systèmes de détection, comprenant des radars et des systèmes thermiques, qui identifient les drones entrants, les suivent et alertent les composantes du mur chargées de les abattre. Ceux-ci sont complétés par un réseau de systèmes de guerre électroniques, qui perturbent la navigation des drones, les forçant à se poser, à manquer leur cible prévue, ou même, dans certains cas, à retourner à l'expéditeur en Russie. En ce qui concerne l'abattage des drones, la première couche est constituée des avions de chasse ukrainiens, notamment les Su-27 de l'époque soviétique, ainsi que les F-16 américains et les Mirage 2000 français. Les missiles lancés depuis ces avions se sont montrés efficaces pour abattre des cibles de grande valeur, comme les missiles de croisière et balistiques. Cependant, l'Ukraine en possède peu. Ils sont coûteux à utiliser et à entretenir. Les stocks de missiles qu'ils tirent sont limités, et ce ne sont pas des solutions rentables contre les drones russes, qui coûtent beaucoup moins cher. La couche suivante est le réseau ukrainien de systèmes traditionnels de défense aérienne à base de missiles, comme les systèmes Patriot MIM-104 fabriqués aux États-Unis et Iris-T allemands. Ils se sont révélés efficaces contre les missiles de grande valeur et les drones, et sont généralement déployés pour protéger les principales villes et infrastructures de l'Ukraine. Cependant, tout comme la situation des avions de chasse, ces lanceurs haut de gamme et les missiles qu'ils tirent sont également limités en nombre, tant à l'intérieur de l'Ukraine que dans les stocks de ses alliés. Les missiles eux-mêmes peuvent aussi coûter bien plus cher que les Gérins, ce qui en fait une solution loin d'être idéale pour abattre ces nuisibles bruyants et destructeurs.
À la base du réseau de défense anti-aérienne en couche se trouvent les groupes de tir mobiles. Il s'agit essentiellement de petites unités mobiles sur des véhicules équipés de mitrailleuses lourdes. Ils sont nombreux, très mobiles, rapides à déployer, et des systèmes comme le Flakpanzer Gepard allemand se sont révélés très efficaces pour abattre les variantes courantes de Geron, ainsi qu'une multitude d'autres drones de reconnaissance russes et de munitions rôdeuses. Le Gepard est équipé de 2 canons automatiques. Ehrlikon KDA de 35 mm tirant à une cadence combinée de 1100 coups par minute. Associé à un radar de surveillance en bande S avec une portée de détection d'environ 15 km et à un radar de poursuite en bande Q, il est idéalement conçu pour engager des drones rapides volant à basse altitude comme les variantes Gerin et Gerin 2. Le Gepard tire des munitions de 35 mm à haute explosivité et sous-calibrées qui explosent près de la cible ou la traversent à une vitesse extrême, créant un nuage dense de fragments sur la trajectoire de vol du drone. Le résultat est une probabilité de destruction très élevée contre les drones et les munitions rôdeuses. Plus important encore, un seul obus Ahead est estimé à environ 1000 $ contre les Gerons, dont le coût est estimé entre 20 000 et 100 000 $, selon la variante, l'ogive et les autres caractéristiques incluses. Cette munition est également beaucoup plus abondante et rapide à produire que les missiles intercepteurs. Cela signifie que, comparé au système basé sur des missiles, le Gepard offre un faible coût par cible détruite, permettant à l'Ukraine de préserver ses stocks limités et coûteux de missiles pour des menaces à plus fort impact comme l'arrivée des Iskander. En raison de ces avantages, le Gepard et d'autres systèmes mobiles similaires à base de mitrailleuses sont devenus des éléments clés de la défense anti-drone de l'Ukraine. Cependant, il existe des limites. Bien qu'ils soient rapides et économiques à déployer, et donc idéaux pour des opérations de tir et de repli, les mitrailleuses ne peuvent engager des cibles qu'à des altitudes limitées et à des vitesses relativement faibles. Elles sont idéales pour contrer les Gerin 1 et 2 standards, volant à basse altitude et vitesse modérée. Cependant, ces derniers mois, les Russes ont adapté les Gerin pour qu'ils volent à des altitudes beaucoup plus élevées, hors de portée des mitrailleuses. Les nouveaux drones Gerin 3 sont également à réaction, contrairement aux versions précédentes à hélice, ce qui augmente considérablement leur vitesse de croisière et rend plus difficile leur destruction par des balles ou des obus plus lents. En plus d'une douzaine ou plus de missiles russes, la défense aérienne ukrainienne doit faire face chaque nuit à un nombre compris entre 100 et 600 drones longue portée. Nombre d'entre eux sont des drones Leur-Gabera, bien moins coûteux, conçus pour détourner l'attention et épuiser les défenses aériennes, tandis que les Gerons chargés profitent de la brèche ainsi créée pour passer. Si ces drones volent hors de portée de ces défenses basées sur des canons, l'Ukraine se retrouve en gros avec 2 mauvaises options. Utiliser ces missiles limités et coûteux pour les abattre ou se préparer à l'impact. C'est un défi difficile à surmonter pour l'Ukraine. Elle a besoin d'un intercepteur de drone qui ait la portée d'un missile intercepteur, mais qui soit aussi rapide et rentable à produire qu'un obus. En réponse à ce défi, l'Ukraine a introduit une nouvelle composante dans sa lutte anti-drone, sans doute la plus prometteuse, les drones intercepteurs. En essence, cela consiste à utiliser de petits drones rapides et bon marché pour abattre les Gerons beaucoup plus grands et d'autres munitions rôdeuses russes, comme le BM-35 Italmas. C'est une solution ingénieuse qui résout les 2 aspects du défi. Premièrement, les drones utilisés comme projectiles pour détruire les Geran sont essentiellement des drones FPV modifiés, du type largement utilisé par l'Ukraine sur les lignes de front. L'Ukraine produirait, selon les rapports, des centaines de milliers de ces drones chaque mois, depuis 2024. Donc, produire des milliers de drones intercepteurs chaque mois n'est pas seulement tout à fait faisable, mais cela se fait en grande partie sans assistance étrangère. Ces drones intercepteurs coûtent généralement seulement entre 3 000 et 5 000 $ à produire. Cela peut être plusieurs fois plus cher qu'un obus de Gepard, mais cela reste plusieurs fois moins cher qu'un gérant d'entrée de gamme à 20 000 $, avec les nouvelles variantes améliorées. Gérant 3 et Gérant 5 à réaction, dont le coût est estimé à plus de 100 000 $, ces drones intercepteurs bon marché représentent une solution vraiment rentable pour les neutraliser. Les preuves disponibles suggèrent qu'ils sont également assez efficaces, avec un taux de réussite moyen de 68% selon le président Volodymyr Zelensky. En juillet, il a fixé un objectif de production de 1500 drones intercepteurs de type FPV par jour, et à la fin de l'année, cet objectif aurait été atteint. C'est un exploit impressionnant, et cela permet probablement à l'Ukraine de constituer un stock.
Bien que la Russie aurait la capacité de produire 500 Gérons et Guéberas par jour, elle n'en utilise généralement qu'une fraction lors de ses raids nocturnes, ce qui signifie qu'elle constitue presque certainement elle-même un stock. Si la Russie décide un jour de lancer les méga frappes impliquant des milliers de gérants, souvent prédites mais jamais réalisées, un grand stock de drones intercepteurs vaudra son pesant d'or. En effet, avec autant d'attention portée sur les drones intercepteurs en Ukraine, de nos jours, et compte tenu de ces difficultés bien documentées à obtenir de manière fiable des systèmes haut de gamme et des missiles intercepteurs auprès de ses partenaires, où le Tempest s'intègre-t-il dans son dispositif de défense aérienne? Eh bien, pour commencer, il n'est pas clair combien de systèmes Tempest l'Ukraine possède déjà. Les images révélées jusqu'à présent ne confirment qu'un seul système, et étant donné à quel point ce système est récent, en général, il est très peu probable qu'il y ait plus de 2 Tempest actuellement, en service actif dans les forces armées ukrainiennes. Si ce système est aussi efficace que l'affirme Shorty et déployé à grande échelle, il pourrait parfaitement s'intégrer à la défense aérienne de l'Ukraine comme couche supplémentaire. Si les drones intercepteurs comblent l'écart entre missiles et canons, la mobilité et la robustesse du Tempest pourraient combler le vide entre ces drones et les systèmes de défense aérienne ukrainiens à missiles haut de gamme. La plupart des systèmes terrestres haut de gamme de l'Ukraine, comme le Patriot et l'Iris-T, sont gardés loin des lignes de front. Ils protègent les principales villes et installations à l'arrière contre les frappes de missiles russes, Iskander, Kalibre, Kinzhal et Kh-101, et sont utilisés avec parcimonie, en raison de la pénurie persistante de missiles intercepteurs de remplacement. Les Gepards ukrainiens et d'autres défenses mobiles à base de mitrailleuses se trouvent également principalement à l'arrière, protégeant les mêmes villes contre les Geran, qui accompagnent généralement les frappes de missiles. Leur mobilité sur véhicule leur donne des capacités de tir et de repli efficaces en première ligne. Mais ce n'est pas là que la Russie emploie généralement ses Gerans. La Russie utilise principalement des bombes planantes, FAB, des drones FPV à fibre optique et de l'artillerie sur les lignes de front, pas des munitions rôdeuses. Les Gerans sont destinés aux centrales électriques, aux navires chargés de céréales ukrainiennes et aux immeubles d'habitation à plusieurs étages, loin du carnage des lignes de front. Maintenant, dans le même contexte de défense de cibles de grande valeur à l'arrière, le Tempest n'apporterait probablement qu'une valeur marginale aux défenses aériennes de l'Ukraine, surtout dans les endroits où les systèmes Patriot ou Iris-T sont également déployés. Le missile Longbow du Tempest n'a qu'une portée d'environ 8 km, contre 180 km pour le Patriot PAC-3 et 40 km pour l'Iris-T SLM. Son altitude effective est également nettement inférieure, à 6000 mètres contre 36 000 mètres pour le PAC-3 et 20 000 mètres pour le SLM. Donc, ils ne sont vraiment efficaces que contre des cibles à basse altitude, et offrent une fenêtre d'engagement beaucoup plus courte que leurs homologues plus prestigieux. À moins de 150 000 $, l'unité les Longbow sont 2 à 4 fois moins chères que les missiles SLM, et bien moins chères que les PAC-3 qui coûtent entre 4 et 7 millions de $ chacun. Il est aussi probable qu'il y ait d'importants stocks de missiles Hellfire pour Tempest. En 2021, plus de 87 000 Hellfire de toutes variantes avaient été produits, avec des estimations suggérant qu'environ 10 000 à 14 000 d'entre eux étaient spécifiquement des missiles AGM-114, les Longbow, et beaucoup d'entre eux semblent ne pas encore avoir été utilisés. Mais avec des Gepards plus rentables et des drones intercepteurs également en lice pour cibler les Geran volants à basse altitude, il est difficile de justifier un déploiement massif de Tempest à l'arrière. Cependant, sur la ligne de front et à proximité, le Tempest pourrait donner un avantage à l'Ukraine. Un système de défense aérienne basé sur des missiles qui peut être rapidement déployé presque partout, tirer et disparaître avant même que les Russes ne sachent qu'il est là. Les lance-missiles sont installés de chaque côté du toit du véhicule, offrant au Tempest une plateforme de tir surélevée et équilibrée, avec de larges arcs d'engagement. Les missiles Longbow sont tir et oubli. Après le lancement, le véhicule n'a plus à rester en contact, réduisant fortement l'exposition de l'opérateur. Ils peuvent se replier presque immédiatement après le lancement, puis se réarmer et se redéployer rapidement, faisant du Tempest un véhicule idéal pour les opérations rapides de va-et-vient, crucial sur le champ de bataille. Au-delà de la mobilité offerte par son châssis 4x4, la légèreté du Tempest le rend également adapté à une utilisation en première ligne. En plus d'être acheminé sur site, il peut être déployé depuis un avion de transport, transporté par une logistique légère et entretenu avec des pièces du commerce. En somme,
On voit comment une flotte de plusieurs dizaines, voire 100 tempestes sur la ligne de front, pourrait faire une grande différence pour l'Ukraine. Il fournirait à l'Ukraine un système de défense aérienne avancé, basé sur des missiles, permettant d'engager les gérons plus près de la ligne de front et plus loin de leurs cibles. La capacité du Longbow à frapper précisément des cibles terrestres, ainsi que des drones, signifie que le Tempest offrirait simultanément à l'Ukraine une option du type HIMARS, avec une portée plus réduite et une puissance destructrice moindre, mais une mobilité bien supérieure et un impact financier beaucoup moins important pour le remplacement. Comme tous les systèmes d'armes, il existe bien sûr quelques limites au Tempest, ou du moins à ce que l'on sait de sa version actuelle et précoce. Le champ de vision étroit du radar le rend dépendant d'un réseau de capteurs plus large pour fournir l'alerte précoce et les données sur les cibles. Cela montre qu'il n'est pas totalement indépendant, ce qui peut être une faiblesse. De plus, la charge utile du missile Tempest 2 signifie qu'il a une capacité limitée à répondre aux attaques de drones en essaim, à moins d'être déployé en nombre ou associé à des systèmes de soutien supplémentaires. Cependant, dans l'ère émergente de la guerre aérienne décentralisée et rapide, ces limitations doivent être considérées davantage comme des contraintes tactiques que comme des faiblesses stratégiques à ce stade. Sans aucun doute, comme tant d'autres systèmes d'armes, les capacités de l'actuel Tempest seront affinées et améliorées grâce à l'expérience de combat acquise en Ukraine. S'il tient sa promesse initiale en tant que tueur de gérons, on peut s'attendre à voir le Tempest utilisé beaucoup plus largement, tant en Ukraine que possiblement par l'armée de terre américaine également. Bien sûr, nous vous tiendrons informés des développements du Tempest, comme nous le faisons avec tout le matériel militaire le plus innovant. Alors abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Merci de nous avoir regardés.